Citoyenneté Jeunesse est une association d'action culturelle éducative financée par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Elle s'adresse à tous les collèges et lycées du département. Ses objectifs sont de permettre aux jeunes de développer leur esprit critique, de cultiver leur intelligence, de comprendre les enjeux de la vie en société et d'apprendre ainsi à y exercer leur citoyenneté. L'association élabore et pilote environ 130 projets par an, tous articulés autour de thématiques principales comme les regards sur l'autre, la liberté en question, le territoire en mouvement ou encore quand la culture fait sens. C'est à partir de ces pistes de réflexion que les chargés de projet élaborent un parcours avec les enseignants. Pour mener à bien ces parcours, Citoyenneté Jeunesse a recours à un ensemble de ressources culturelles. Ces rencontres et ces découvertes participent d'une mise en cohérence de thématiques de projet en offrant un regard polysémique aux jeunes de ce département. Aider les jeunes scolarisés à penser et réfléchir le monde dans lequel ils évoluent, les aider à structurer leurs propres pensées, leur propre avis, les amener à élaborer leurs propres projets, personnels et collectifs, constitue le cœur de notre mission. On ne travaille pas forcément en marge des programmes scolaires, mais en parallèle avec eux, de telle sorte que nous soyons à même de faire comprendre aux jeunes qu'on est là pour accueillir leurs propres désirs, leurs propres pensées, et les aider à les structurer, de telle sorte que leurs propres projets deviennent leur insertion citoyenne dans le monde dans lequel ils évoluent. Depuis septembre 2006, l'association propose également une manière plus approfondie de travailler un sujet. C'est dans cette démarche-là qu'a été proposé le projet Au fait on se connaît à la rentrée de septembre 2007. Ce projet Au fait on se connaît se propose aux jeunes d'interroger la notion de l'autre. Il est né en fait de constats assez simples. La diversité culturelle est à la fois vécue ou interprétée tantôt comme une grande richesse, tantôt comme un simple indicateur social, mais aussi dans le fait qu'elle génère méfiance et préjugés. Donc la société donne souvent à voir une communauté, un individu ou un groupe déterminé comme étant différent et donc loin de soi. Il devient alors cet autre, et la question qu'on a voulu se poser c'est « mais c'est qui l'autre ?» Donc l'histoire comme l'actualité témoignent de la complicité des rapports entretenus chaque fois entre le déjà là et l'arrivant, ainsi de la campagne à la ville et d'un pays à l'autre. On voulait donc apprendre à mieux comprendre cette diversité. On voulait également interroger la question des représentations individuelles ou collectives que l'on peut se faire de ces autres, en s'intéressant aux contextes historiques et sociaux où elles prennent naissance. Enfin, il nous semblait important d'avoir un questionnement sur les façons dont les sociétés évoluent au contact et même avec cette diversité d'individus et de groupes. Nous avons pour ce projet mobilisé différentes structures culturelles et personnes spécialistes de ces questions. On a également proposé aux jeunes tout au long de l'année des spectacles où les artistes à leur manière pouvaient également participer à la progression de la réflexion. Donc on a proposé par exemple le spectacle Nous sommes tous de la compagnie Accord, le spectacle de la compagnie Rasposo Parfum d'Est qui était présenté au Forum de Blanc-Ménil et le spectacle Bambi, elle est noire mais elle est belle de Maïmouna Gay qui était proposé à l'espace Jacques Prévert de Lnez-sous-Bois. Cette première partie, intitulée Diversité du paysage humain, a commencé par un premier questionnement. Du visage métissé de notre département à l'identité de chacun, qui sommes-nous ? On a donc choisi de décliner cette question à différentes échelles, le département, la classe et l'individu. On s'est pour cela rendu aux archives départementales pour un temps de réflexion et de débat animé par Sébastien Colombo des archives, où l'objectif ici était de montrer et d'expliquer aux élèves à partir de documents d'archives, donc comme des cartes, des états des communes et des films documentaires, les spécificités de leur département et la place qui occupe la mixité. Avant de commencer à chercher ce qui pouvait différencier les élèves entre eux, ce qui faisait que chaque individu était une personne à part entière, le dénominateur commun de tous ces jeunes-là, de trouver le dénominateur commun de tous ces jeunes-là, et on s'est dit que leur territoire et l'histoire de ce territoire
pouvait en être un élément et pouvait être constitutif de leur vie et de leur être. Pour susciter l'intérêt des élèves, je crois que c'est vrai pour toutes les institutions, c'est de partir de leurs propres expériences et de leur propre conception qu'ils ont de l'institution dans laquelle ils sont. Et on part de leurs présupposés, pour ne pas dire leurs préjugés, qu'on déconstruit ou qu'au contraire on affine ou auxquels on apporte des éléments supplémentaires pour construire leur vision qu'on essaie de rendre la plus objective possible et qu'on essaie de leur rendre la plus objective possible. En fait, au début, on voit un peu les... Comment on peut dire ça? Les HLM, ils sont encore tout neufs, ils sont pas comme maintenant dégradés. On voit encore les courtilières avec le serpentin, comme c'est le plus grand d'Europe, il est encore tout neuf. Et on voit les HLM du site Bobigny, ils sont tout neufs aussi. Tout. Enfin, ça a changé par rapport à maintenant. Enfin, je sais pas comment expliquer. Qu'est-ce qui t'a frappé? Enfin, avant c'était la verdure. On voit pas au début, on voit pas trop d'immigrants, des immigrés qui venaient ici pour laisser de l'argent de côté, une certaine somme pour vivre et l'autre pour retourner au pays après, et qu'en fait c'était pas la réalité actuelle. L'idée était ensuite de constituer en classe, avec les enseignants, une carte d'identité de la classe. Cette carte d'identité, elle devait permettre aux élèves de connaître les origines culturelles, donc que ce soit pays ou région, qui y sont représentés. Donc Héloïse Marichès est intervenue pour cela en classe. Elle est psychologue, membre de l'association internationale d'ethnopsychanalyse. Elle est donc venue en classe pour aborder le sujet de la construction de l'identité spécifique de chacun. Les questions qu'on s'est posées à ce moment-là, c'était comment est-ce qu'on se définit en tant qu'individu, comment on se situe et on se construit par rapport aux autres, au contact des autres, et comment est-ce qu'on gère des appartenances multiples. L'identité, c'est comme ça un être au monde, métissé et ouvert, qui ne se définit pas en tant que tel avec des mots simples. On ne peut pas faire un dessin pour fixer l'identité de quelqu'un, c'est pas possible. C'est quelque chose qui est tellement en mouvement, qui se construit sans cesse, et toujours comme ça en relation avec l'autre, qu'on ne peut pas simplifier les choses. Et le but, c'est qu'on arrive un peu à échanger et à voir comment vous définiriez l'identité et comment vous pourriez vous définir vous-même par rapport à ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui. Je m'appelle Asma Benyeya. Mon nom de famille, je m'appelle Madjeri, je m'appelle Ilyes, je suis en 222. Moi, je m'appelle Malek Kamel, je suis en 222, en BP vente. Voilà, tout simplement. Un exemple concret, quelqu'un qui est de telle ou telle culture, quand il regarde la manière de faire du voisin, il peut dire ça c'est n'importe quoi, alors que c'est ce qu'il fait dans la culture du voisin. Et ça, on ne peut pas le savoir si on ne cherche pas un peu à comprendre. Et est-ce que vous vous résumez comme ça à un nom, prénom, âge? Non. Si on peut reconnaître. Qu'est-ce que vous donneriez d'autre à ce moment-là comme détail? Nos qualités, nos défauts. Ouais, voilà, les qualités, les défauts. Les qualités, les défauts, Si on est beau, Votre personnalité. la nationalité, les origines. nos coutumes. Il y a un code, voilà, dans quel système on vit. On peut expliquer l'identité. Comment on résume l'identité? Ça se résume pas sur une feuille, c'est la personnalité, c'est presque toute la personne, c'est tout le corps humain, c'est comment on est habillé, il y a différents critères qui rentrent dans ça. En fait, c'est bien. Ça, on apprend à découvrir les camarades de la classe, les profs. Juste que c'était difficile de se confier à quelqu'un qu'on connaît pas, et que surtout quand on est en groupe, mais j'ai retenu ça, quoi. Se présenter, c'est pas si dur que ça. C'est bien. C'est pas si dur. Non, c'est pas dur. Je suis protecteur. Protecteur. Très impulsif. La joie de vivre. Quand je viens, tout est bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. On va dire que je suis joyeux, quoi. Donc, J'aime pas être triste, ça sert à rien d'être triste. Donc ce qui définit Kamel, c'est sa joie de vivre. Voilà. C'est ça l'identité de Kamel. Voilà. Est-ce que Kamel il a un petit défaut? Un petit défaut, je suis super paresseux, quoi. Un projet, c'est ça. L'idée de faire un projet avec vous, l'équipe de vos professeurs a eu envie de le faire avec vous. Un projet, c'est au-delà du scolaire. C'est pas simplement on vous dispense les cours heure par heure comme ça, mais c'est aussi on fait des choses ensemble parce qu'on vit une année ensemble. Donc on essaye de la vivre autour d'un projet. Ça peut aussi chacun nous apporter des choses. Vous, ça peut vous apporter des choses, mais à nous aussi les adultes. On apprend tous les jours. Personne ne détient le savoir et la parole pour tous les autres. Il faut savoir que
chacun on a échangé et à apprendre de l'autre et à partager avec les autres. Donc c'est ça le projet. C'est qu'à un moment donné, on y prenne du plaisir à se retrouver et à évoluer. Et pouvoir se dire à la fin, on a fait des choses, tout nous a pas plu, des choses nous ont plu, d'autres pas, c'était intéressant, c'était pas intéressant, il faudra qu'on se le dise aussi. Mais c'est de se dire, au moins, on le vit ensemble. On essaye chacun de le partager, chacun à son niveau. La deuxième partie, intitulée Déplacement et mouvement de population, là il s'agissait de tenter d'expliquer cette diversité en s'intéressant aux déplacements et mouvements de population, aussi bien au sein d'un même territoire que d'un pays à un autre ou comme mode de vie. Donc on voulait que la question des migrations soit entendue par les élèves selon des réalités et contextes divers. Donc pour ça, on voulait d'abord traiter des migrations de manière générale, ensuite de l'immigration en France, et enfin créer une ouverture en présentant un mode de vie, le nomadisme. Nous avons donc commencé par faire intervenir Caroline Simony-Sueur, une anthropologue du Musée de l'Homme, qui était là pour interroger la notion de migration. Donc on est parti de l'idée que depuis de l'humanité, les hommes migrent. Donc pourquoi ? Quels sont les différents types de migration ? Qu'est-ce que ça implique ? Les déplacements observés ? Quelles en sont les raisons et les conséquences ? On pense que les populations sont des questions d'actualité, mais en fait elles concernent l'humanité depuis qu'elle existe, depuis que l'homme existe. Et les premières sorties d'Afrique remonteraient à peu près à il y a 2 millions d'années. Et les premières vagues de migration, les premières vagues même de peuplement par les premiers hommes modernes dateraient à peu près de 200 000 ans. À partir d'un noyau de population, un noyau d'individus qui peuplait l'Éthiopie. Et ce petit noyau d'individus, en fait, et ces vagues de migration et de peuplement expliqueraient la très grande proximité biologique, tant génétique que morphologique, de tous les êtres humains qui peuplent aujourd'hui la Terre. Les dates que je vous donne, 2 500 000 ans, 1 800 000 ans, 2 millions d'années, ça veut dire qu'à un temps donné, les hommes étaient présents à cet endroit. Et on a presque l'impression que c'est de l'instantané. L'homme est sorti d'Afrique, pouf, 500 000 ans plus tard, il est aussi bien en Chine qu'en Indonésie. En fait, l'échelle de temps, elle est tellement grande qu'une différence de 20 ans, de 1000 ans, de 2000 ans, on ne peut pas la voir. C'est à partir de ces thématiques de peuplement qu'on s'est proposé de présenter aux élèves les migrations humaines sur ces 2 millions d'années, des premières sorties d'Afrique, mais également ensuite au déplacement massif, forcé ou non, de populations au cours de l'histoire. Alors, c'est des pages plus ou moins sombres de l'histoire, telles que l'esclavagisme, la colonisation, la déportation, mais ça traite également des migrations volontaires d'individus, telles que les migrations économiques, les migrations saisonnières ou pendulaires. Et pourquoi un individu, une famille ou une population se déplace pour s'installer ailleurs ? En général, c'est pour pouvoir vivre, pour pouvoir juste vivre, vivre mieux. Et idéalement, le droit fondamental de tout individu au bonheur justifie que chacun puisse s'installer là où il se sentira le mieux. En suivant les cultures, on peut suivre les migrations humaines. Et ça veut dire que les savoirs vont être intégrés par les populations locales. Ça permet de se confronter aux autres. Alors de se confronter dans un premier temps aux élèves en tant qu'individus qui sont tous uniques, qui sont donc tous différents de moi par leur vécu, leur culture, l'histoire de leur famille. Et ça peut m'aider, ça peut nous aider à se construire, à s'interroger sur qui on est. Ensuite, le travail s'est concentré sur l'immigration en France. Donc pour ça, on est allé à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration pour découvrir l'exposition permanente avec l'aide de 2 conférencières de l'association Arabesque. Et alors, qu'est-ce qu'on nous montre? C'est que les gens quittent l'Europe pour aller où? Non, c'est celle-ci. Hein. C'est où l'Europe? C'est là où il y a marqué Portugal, Espagne, France, Italie, Allemagne. On va aller en Afrique. Non. La, aux States. La grosse flèche aux States. Pour aller aux États-Unis. Voilà. On vous dit, en bas à droite, vous avez la légende effective des migrants. Donc les migrants, c'est les gens qui se déplacent.
17 500 000 personnes quittent les pays d'Europe pour aller aux États-Unis. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on quitte son pays. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu à peu près 32 fois depuis le début du projet, voire 33. Vous vous en souvenez? Bon. Pourquoi est-ce qu'on quitte son pays? Il y a deux motivations. C'est-à-dire pour le travail, pour le travail, l'argent, se nourrir, une vie meilleure. Et l'autre raison? Pour vivre, oui, mais pourquoi? politique. Voilà, pour des raisons politiques. Vous voyez qu'il y a un pays qui part un petit peu moins sur tous les pays d'Europe, là. C'est la France. Vous voyez, parce que ce sont des petits pointillés. Donc on vous dit qu'il y a moins de 500 000 Français qui quittent le territoire pour aller aux États-Unis. Parce que finalement, la France, c'est un pays qui attire. Le Maghreb et le Maroc. C'est quoi la différence? Le Maghreb et le Maroc. Il ouvre la porte de la France, donc il a sa valise, il s'est donc couvert parce qu'il avait peur d'avoir froid, avec son petit bonnet et sa petite écharpe. Il ouvre la porte, on lui dit bienvenue, donc il sait qu'il y a des bonnes paroles en France, terre d'accueil, terre d'asile, ça c'est ce qu'on raconte sur la France. Et il ouvre la porte et devant quoi il se retrouve? Un mur. Un mur. Vous comprenez l'idée? Voilà. C'est qu'il y a la différence entre ce qu'on dit et ce qui est réellement sur place. Donc cette France a cette image de pays d'accueil et sur place, eh bien, c'est beaucoup plus dur ce qu'on en dit pour revenir, pour avoir des papiers, pour s'intégrer, etc. Comment il se connaît? Oui, mais lui il est très récent, mais tu as Copa. Oui, Regarde, tu as... Et enfin, on voulait montrer qu'il existe des peuples pour lesquels les déplacements sont un réel mode de vie, donc en l'occurrence des nomades. Et donc c'est l'association Tallinn Mongol qui est intervenue sur les nomades de Mongolie. Et donc l'idée, c'était de faire découvrir aux élèves les modes de vie liés au nomadisme et de voir également les rapports entretenus entre nomades et sédentaires. L'écharpe que je porte sur mes mains, c'est le symbole de longévité et du bonheur et porteur de chance. Donc je vous salue avec cette écharpe. Vous vous saluez entre vous jusqu'à premier rang. Je commence par le sens du soleil, en fait. Donc voilà. Et je vous dis bonne année et bonne chance. Voilà. Et tu transmets à ton camarade, c'est-à-dire vous recevez de chacun de vous et vous lui aussi transmettez. Bonne année et bonne chance. Voilà. Vous voyez là-bas la Mongolie, au milieu là, la Mongolie est ancrée, voilà, merci, c'est très gentil. Elle est donc ancrée entre deux grands pays, la Chine, qui aujourd'hui porte tout son intérêt dans tous les domaines. Le monde est en train de se tourner vers la Chine, vers l'Asie. Donc voilà, la Mongolie est 3 fois plus grande que la France, 2,5 millions d'habitants. 40 millions et demi de bétail. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire nous avons plus de chevaux que d'habitants. Sur une personne, à peu près 2 chevaux. Pour moi, c'est un total changement quand je suis venue vivre à Ulaanbaatar. Voilà. Mais les Mongols arrivent à s'adapter très très facilement en changement de mode de vie parce qu'on a une vie. Déjà à la naissance, on se déplace beaucoup, mais tout en comment dirais-je, même si on déplace, en fait, on change d'un endroit à l'autre. C'est ce que j'ai dit en fait, à ma thèse aussi, que la vie quotidienne est immobile et sous la yourte. On sait vivre, les Mongols savent vivre vraiment de peu de choses. Ce qu'on a remarqué, c'est que il y avait une grande une vie quotidienne très ils vivaient pas aussi bien que nous. Voilà. C'était vraiment la campagne. Les enfants allaient à l'école 10 mois sur 12 et les 2 mois qui restaient, ils aidaient leurs parents à travailler, à faire les tâches ménagères ou traire les animaux. L'accès à des besoins indispensables comme l'eau ou
L'électricité, peut-être pas un besoin indispensable, mais qui est une chose qu'on utilise très souvent dans notre vie habituelle. Et on peut voir que sans cela, les gens peuvent vivre sans l'électricité. C'est possible. La troisième partie s'intitulait « Images et représentations de l'autre, la construction des stéréotypes ». Donc, après avoir donné des clés permettant de mieux comprendre la diversité qui façonne notre société, cette troisième étape s'intéressait à la question des représentations. Donc entre fantasme et réalité, comment ont été perçues et vécues les rencontres nées de ces migrations, comment était représenté celui d'ailleurs, et même question pour aujourd'hui. Pour ça, on a choisi de montrer en quoi les stéréotypes naissent entre autres des représentations proposées par des médias divers selon un contexte historique ou social déterminé. Donc les élèves se sont d'abord rendus au musée d'histoire vivante de Montreuil, et donc avec Éric Lafont qui est archiviste au musée, ils se sont engagés dans un travail de décryptage et d'analyse de documents originaux. Était en jeu des représentations considérées comme autres. Et donc c'est un regard, c'est le regard qu'on peut porter ou qu'on a porté sur l'autre. L'autre étant l'étranger. Donc vous allez voir des images qui peuvent vous déranger, vous mettre en colère, vous faire rire. Et puis l'idée c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça nous met en colère, pourquoi ça nous fait rire, pourquoi ces images elles ont existé à un moment donné, elles n'existent plus aujourd'hui, heureusement pour certaines. Et puis il y a d'autres images, vous allez reconnaître des gens que vous avez déjà vus à la télévision, au cinéma, etc. Vous allez voir. Donc on va travailler essentiellement sur l'autre. L'autre c'est qui? C'est l'étranger qui est venu en France. Vous pouvez me citer un pays qui était une ancienne colonie de la France? Algérie. Parce qu'avant qu'il y ait ces immigrés là, de différents pays qui viennent en France, les premiers émigrants, pas immigrés, les premiers émigrants, c'est ceux qui bougent à l'intérieur de leur propre pays. Et donc en France, c'est ceux qui sont venus par exemple en Paris. Donc il y a les Bretons qui sont venus à Paris et les Auvergnats. C'est l'atelier de l'indigène à l'immigré. Donc c'est toute une série d'images qui montrent l'histoire de cette immigration, de ces immigrations en France, d'abord du pourtour frontalier des pays comme l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et l'Espagne, puis après l'origine de migrations qui peuvent plus parler à certains jeunes de nos banlieues, parce que c'est leurs parents, donc l'immigration maghrébine, l'immigration d'Afrique noire. Donc là, on voit tout un échantillon d'images qui commence au milieu du XIIe siècle, 19e siècle, et qui se termine avec des images qu'eux connaissent, de une de magazine avec des stars, Jamel Debbouze, des footballeurs, etc. Et on montre justement la difficulté aujourd'hui en France de considérer un jeune qui n'est plus immigré, parce que Jamel Debbouze n'est plus un immigré, il est français, comment le regard est porté sur lui. Et là, les élèves réagissent très très bien. Les jeunes réagissent très très bien, parce que eux-mêmes, on le découvre, par leurs témoignages, sont en but à ce regard qui est porté de nos concitoyens sur eux-mêmes, sur ces jeunes de banlieue. Et donc là, il y a tout un discours, un échange qui se fait, et on rentre dans le débat, tout simplement dans le débat. Pour les premières images, donc dès que les immigrés, dès que des étrangers arrivent, il y a des images qui sont dessinées ou peintes, s'il s'agit de peinture, pour montrer comment arrivent et par où arrivent les immigrés. Et on sollicite de la part de l'élève une réaction quant au décryptage de l'image, et puis après sur son histoire et sur son sens. Donc c'est là que c'est très intéressant de confronter à la fois les cultures que les jeunes ont aujourd'hui, leur parcours personnel et le regard qu'ils peuvent porter sur une histoire qui est peu connue, non pas seulement des élèves, mais aussi des adultes, on le voit bien. Et puis j'invite les élèves à réagir sur ce qu'ils peuvent voir, et toutes les réactions sont permises et admises, c'est-à-dire le rire, la moquerie, mais aussi le dégoût, la colère, la tristesse, voilà. Et de ces sentiments-là, on aboutit à une analyse de qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'immigration, qu'est-ce que c'est que l'histoire de la colonisation. Ce qui surprend toujours les enseignantes et les enseignants qui viennent, c'est la réaction de certains des élèves qui sont parfois les plus réservés dans les classes ou qui parfois participent pas aux cours.
Là, ils sont participatifs et le discours qu'ils ont, le regard qu'ils portent sur les images est très très intéressant. Aujourd'hui, en fait, on a vu des documents qui nous parlaient à peu près des racismes et de la diversité de la France, qui dataient depuis, on va dire, les décolonisations et la colonisation, en fait. Et on en a parlé, on a dit nos avis divers, et voilà. Aujourd'hui, on a parlé de l'histoire de l'immigration. On a vu qu'il y avait encore du racisme au jour d'aujourd'hui, qu'il faut effacer les préjugés, tout simplement. L'intervention, on a vu que on parlait surtout sur les préjugés, sur les immigrés, et on a vu que ce soit des blacks, des rebeux, des blancs. On a vu qu'avant, il y avait plus de préjugés négatifs auprès des Noirs et des Arabes, et que surtout les Blancs, ils se mettaient surtout en valeur. Et de nos jours, on est plus maintenant pareil. On va dire ça, notre évolution, elle a changé. J'ai retenu que en fait, la plupart, on va dire, les idées raciales sont toujours là, sont encore là, qu'elles n'ont pas totalement disparu. Et qu'on peut dire qu'à présent, il y a beaucoup plus de personnes qui pensent que la France, elle a évolué, mais en fait, non. Elle est toujours dans son idée, oui, ça, c'est les Noirs, il faut les mettre ici, il faut les mettre là. Ça, c'est les Arabes, il faut les mettre là. En fait, j'ai remarqué, les gens, ils cataloguent trop les gens. Ils cataloguent trop. Ça y est, tu viens du 93, bah non, tu dois aller là, t'es comme ça, t'as pas d'avenir promis. Si, parce qu'en fait, il y avait un Noir, il était tout nu. Il était avec une grande pipe, je sais pas, il était en train de l'emmener sur un bol, il était en train de faire ses besoins, quoi. Il était en train de faire ses besoins, il l'a mis comme ça. Genre, c'est comme si on était des chiens, quoi. On peut le percevoir comme ça. Nous avons ensuite proposé de poursuivre la réflexion en s'intéressant à aujourd'hui, en axant le propos sur la représentation des Roms. Donc pour ça, on a organisé une intervention conjointe de 2 personnes, Christophe Deldebio, qui est documentariste, et Frédéric Roux, qui travaille au CCFD, qui est le Comité catholique contre la faim et pour le développement, et qui est spécialisé dans la sensibilisation des publics à la lutte contre les stéréotypes dont sont victimes les Roms. Donc l'intervention s'est d'abord appuyée sur un documentaire de Christophe Deldebio, documentaire qui s'appelait Gens du voyage, et qui proposait une analyse des journaux télévisés suite à un incendie d'un campement de Roms. Donc, ce qui était un événement assez récent. Et donc l'idée, c'était de voir comment les médias peuvent renforcer et ou véhiculer les stéréotypes par rapport aux choix qu'ils font dans le traitement de l'information. Colère de plusieurs centaines de passagers de la SNCF dans la banlieue nord de Paris sur la ligne B du RER. En raison d'un incendie près des voies, ils se sont retrouvés bloqués une grande partie de la nuit. La SNCF indemnisera 50 voyageurs avec un chèque de 100 € pour chacun. Les passagers, eux, dénoncent une ligne à problème. Le trafic du RER B perturbé sérieusement depuis hier soir à cause d'un incendie dans un camp de gens du voyage à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, un camp situé sous un pont où passent les RER. Le trafic a été interrompu, 400 voyageurs bloqués, dont 200 qui ont dû passer la nuit sur un quai de gare. La manière dont les médias avaient relaté ce fait divers, en s'intéressant surtout aux usagers qui étaient restés bloqués dans les RER, et pas forcément aux conséquences sur les gens du voyage. Il y avait eu quand même une quarantaine de caravanes d'incendiés. Donc on était dans quelque chose de réel. Nu i-a interesat pe niciunul. Ce s-a întâmplat aici? Aici a fost un moment de groază. Nici n-am văzut, nicăieri. După ce a trecut focul, spaima, iadul care a fost aici. Les usagers, ils méritent d'être quand même informés. C'est-à-dire là, ils vous ont rien dit? Non. Non. Là, c'est le premier appel, là. C'est la première information qu'on reçoit. On nous a promis, dans un premier temps, un service de bus qui n'est jamais arrivé. Ensuite, on nous a promis un train qui n'est jamais arrivé non plus. En Italie, à Milan, la question des mineurs délinquants est également toujours d'actualité. Ici, ce sont de jeunes immigrés, souvent roumains, âgés de 13 à 14 ans, qui prennent pour cible les touristes, des pickpockets en herbe, qui sont souvent arrêtés, mais très vite remis en liberté. Le problème n'est pas nouveau. Des fois, on dit
les jeunes n'ont pas le recul suffisant sur les images de télévision, par exemple, sur ce qui peut être véhiculé par la télévision. Là, il y avait le recul. Parfois, il y a même une trop grande méfiance. C'est-à-dire que sur certains films de décryptage, les jeunes que j'ai en face disent « mais de toute façon, la télévision nous ment ». Si c'était si simple de dire « voilà, il y a le mensonge d'un côté et la vérité de l'autre », il faut aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Et là, sur ce thème spécifique des gens du voyage, c'est les amener un petit peu plus loin pour dire « voilà, il y a un fait divers, il y a des victimes qui sont les gens du voyage, il y a d'autres victimes qui sont les passagers du RER. Pourquoi la télévision traite plus les passagers que les gens du voyage? Pourquoi elle s'intéresse plus à l'un qu'à l'autre? Après, c'est intéressant sur leur regard parce qu'eux-mêmes ont été stigmatisés par les médias, donc eux-mêmes peuvent se reconnaître dans une population qui est stigmatisée, qui véhicule des stéréotypes, des clichés, surtout après les émeutes de fin 2005, où on a vu un petit peu dans les médias certains raccourcis, ou dire, voilà, les bandes de jeunes, les casseurs, les voyous, etc. Donc eux-mêmes se reconnaissent là-dedans. Donc c'est intéressant de partir d'un exemple plus large, qui leur semble étranger, et qui ne les intéresse pas a priori, ou sur lesquels ils ont des préjugés, et de les ramener à eux-mêmes. Et puis, tout ça était destiné à aboutir sur, non pas une image idéalisée de l'autre, mais sur une représentation un petit peu plus claire, c'est-à-dire un intérêt qu'ils n'avaient peut-être pas. Alors, à la fois pour les Roms, à la fois pour l'histoire de l'immigration, et puis montrer qu'il y a un enrichissement mutuel et permanent. Et ça aboutissait sur cette notion d'enrichissement au contact de l'autre. Et je pense que c'est ça le message qui devait passer et qui est passé dans ces classes. Enfin, nous avons clos cette étape avec la visite de l'exposition Tous parents, tous différents, donc présentée au Musée de l'Homme, avec une intervention à la suite de la visite de l'exposition avec Pascal Leonardi, qui est chercheur au Musée de l'Homme. Donc là, l'idée, c'était de montrer quelle réponse la science a apporté hier et aujourd'hui à la question des différences. Est-ce qu'on peut classer les êtres humains? D'où vient la couleur de la peau? Et être différent, est-ce que finalement c'est être autre? Approchez-vous de moi. Alors, cette exposition et toute l'après-midi, là, ça va être, le sujet, ça va être de parler de nos différences, des différences qu'il y a entre les populations humaines, les différences qu'il y a entre vous, là, quand on se regarde tous les uns les autres, on en voit plein des différences. Donc on peut se poser des questions sur ces différences. Nous, on va essayer d'y répondre. Et ces différences, à quoi elles ont pu servir dans le passé? Les classifications raciales. Voilà. C'est tout. Et de ces classifications, enfin de cette notion de race, donc souvent elle est détournée. Et puis on entend des phrases, des choses, des injures, des insultes. Et ça, c'est la discrimination raciale. Donc ce qu'on a essayé de faire ici, c'est que la matière scientifique qui a été vulgarisée et présentée au public. Et l'objectif, c'est un petit peu de montrer que la diversité telle qu'elle existe, telle qu'elle se présente dans la nature, au niveau des populations humaines, elle est très très loin de toutes les représentations qu'on peut en avoir. Que la culture, c'est très fort visuellement, c'est vrai. On devine ici l'origine de plusieurs personnes grâce à leur culture, leurs vêtements, le maquillage, etc. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est très très instable. Les vêtements, on peut en changer à n'importe quel moment, les accessoires, une langue, on peut en apprendre une deuxième. Donc la culture, c'est quelque chose qui est très mouvant, qui du jour au lendemain donc, peut changer. Donc on ne peut pas se baser sur les différences culturelles. Donc on va devoir considérer quelque chose qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, beaucoup plus intime en chacun de nous, c'est la diversité biologique. La couleur de la peau, les cheveux, les yeux, la pilosité, la taille, etc. Et à partir de là, déjà on a franchi une étape, on sait sur quoi on doit se baser et on peut continuer, essayer de voir si on peut classer les populations humaines. Et le meilleur exemple, ça va être de prendre la couleur de la peau. C'est la différence qui a été choisie en premier pour essayer de classer les humains. D'après vous, est-ce qu'on peut classer en différentes couleurs les humains? Oh. On a appris qu'on est tous des Africains et qu'on a tous la même couleur de peau. Et c'est juste que c'est un dégradé
de couleurs. J'ai vu tout ce qui caractérisait les hommes, leurs différences, leurs ressemblances. Ce que j'ai retenu de l'intervention, comment les hommes nous classaient, par quels critères, une différence. L'intervention était bien et j'en ai retenu que tous les hommes et femmes étaient différents. Ouais, ça m'a appris qu'on avait quasiment tous la même couleur de peau, sauf c'est la mélanine qui variait. Cette intervention, elle m'a plu. J'ai bien aimé l'exposition qu'on a vue. Là, ce qu'on voulait plus précisément, c'était mettre en évidence les influences et les apports des différentes origines dans la vie quotidienne et culturelle française. Donc l'idée, c'était de montrer que les autres, s'ils se sont intégrés entre guillemets à la culture d'accueil, l'influence et la font évoluer en retour. Donc pour ça, on a fait appel à Stéphanie Puessel, une ethnologue de l'association Ethnoart, qui est intervenue dans la classe pour travailler sur la notion de culture et sur la notion de métissage en s'appuyant vraiment sur l'exemple de la langue. J'ai essayé au maximum de créer une séance interactive au cours de laquelle les supports varient et les élèves s'impliquent. Nous avons donc visionné les extraits du film L'Esquive. Et ces petits mots-là, l'écrire sur ma bouche avec la tienne. Sur votre bouche avec la mienne. Ouais, c'est pareil. Quoi, c'est pareil? C'est pas pareil. L'auteur, il marque sur votre bouche avec la mienne et on n'est pas là pour changer le texte, mon frère. Comment donc, ma chère âme et élixir de mon cœur, avez-vous entrepris la fin de ma vie? Non, mon cher. La durée m'en est trop précieuse. Ah, ces paroles me fortifient. Amuse-toi! Je sais plus comment te le dire. Il y a du plaisir à faire ça. Sors de toi, change de langage, change de manière de parler, change de manière de bouger. Amuse-toi! Nous avons répondu ensemble à un vrai-faux qui a permis donc de transmettre de manière ludique des connaissances. Donc l'idée forte de cette intervention était que, à l'instar de toute langue, eh bien en fait les cultures n'étaient faites que d'autres cultures. Donc il y a un métissage permanent et surtout originel dans chaque culture. Donc cette thèse-là permet d'esquiver en fait toute recherche d'origine pure. Il n'y a donc pas d'origine, c'est toujours l'altérité qui va permettre de nous redéfinir. À travers l'évocation de différents modes de parler français, que ce soit l'argot, le verlan, les différents accents, le québécois, ou même à travers des créations linguistiques comme l'espéranto, on a essayé en fait de remettre en cause l'idéologie unitaire qui parfois définit la langue française. Il en est de même au niveau de la culture, finalement elle est toujours uniquement faite d'autres cultures. Donc la culture d'un individu aussi est loin de se limiter à sa nationalité ou sa couleur de peau. On a essayé de voir durant cette intervention qu'elle relevait en fait d'un ensemble de dimensions, que ce soit des dimensions plus sociales finalement que culturelles, que ce soit le genre de la personne, son niveau socio-économique, ses manières de faire, son statut, sa profession, son lieu de vie ou ses groupes de pairs, un ensemble de dimensions qui va définir un individu au sein de sa société. Penser que toute culture est métisse d'origine n'est pas une évidence. Et je pense que le regard éloigné que peut nous apporter l'anthropologie est indispensable à ce type de parcours citoyen. Enfin, et en guise de restitution, les élèves se sont engagés dans un travail d'écriture de scénettes sur un ou plusieurs axes thématiques du projet. Et ces histoires ont été jouées puis filmées par les élèves. Et ce travail a été guidé et mené par les engraineurs. Donc Asma, déjà t'es parlé. Il y a ton père qui veut te parler. Ça tourne, action. Sale noir, esclave. Non, et vous, sale Arrête, maman! J'en ai marre! L'amour n'a pas de couleur, arrête, c'est bon! On s'aime, on veut se marier, c'est définitif! Bientôt? Ouais. C'est quand bientôt? Et tu habites où? J'habite à Montpellier. Montpellier, même. Moi, je sais pas, moi, Dieu! Il habite où? Juste à côté. Déjà, elle a du mal. Ça tourne. Je comprends pas ce que tu dis, vas-y, lâche-moi, ça me terroriste. Moi, je suis là en tant que touriste, pas terroriste. Tu vas aller au collège pour aller apprendre à lire et à écrire avec les petits bébés, hein, c'est ça? Ça tourne.
C'est vrai que quand on a réfléchi au projet, on a souhaité former avec cette classe de manière privilégiée des citoyens qui soient autonomes, cultivés et lucides. C'est vrai que voilà, la question de l'autre, de l'identité de l'autre, c'est quelque chose qui se pose tout le temps, à la fois à l'intérieur de la classe parce qu'ils peuvent avoir du mal à s'accepter les uns les autres. Et je pense que c'est quelque chose qui permet aussi de fédérer une classe. C'est là aussi peut-être le moyen de permettre à certains élèves peu scolaires, on va dire, de s'épanouir ou de s'approprier les choses autrement. Et cette spectatrice nous a demandé si on avait amené des élèves, et donc on lui a dit oui, bien sûr, de seconde professionnelle, des BEP ventes. Et elle était particulièrement surprise d'imaginer que des élèves de seconde professionnelle puissent être aussi intéressés, et c'est vrai qu'ils avaient été particulièrement intéressés par le spectacle. C'est vraiment quelque chose qui leur avait parlé. Monter un tel projet uniquement par des enseignants, c'est très difficile. Savoir ce qui se passe dans un département, trouver les contacts, c'est très très lourd pour nous à faire. Donc on ne peut jamais faire des projets aussi pointus, aussi ambitieux. On reste toujours dans des petites choses. Et je crois que ça a un intérêt aussi. Moi j'ai appris des choses dans ce projet. Et ça je crois que c'est important aussi pour la dynamique du projet justement. Je me suis moi-même interrogée, je me suis rendu compte que moi-même j'avais des préjugés et ça m'a fait du bien aussi sur ça. Le partenariat avec l'association Citoyenneté Jeunesse a vraiment été une aubaine pour toute l'équipe pédagogique sur cette classe expérimentale, et ça nous a permis de mettre à disposition de gros moyens pour former les futurs citoyens de demain.